Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut faire pour s'associer efficacement. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, nous allons parler association. J'ai invité Romain Luciani du cabinet Lex Plus Avocat et Sylvain Tillon qui est entrepreneur. Ils ont coécrit un livre sur le sujet dont tu trouveras les références en descriptif du podcast. Ce sujet de l'association concerne bien sûr avant tout les chefs d'entreprise. Je vous conseille d'écouter ce podcast avant toute association avec quiconque et de l'écouter aussi si vous êtes déjà associé, mais sans pacte d'associé. Si tu es salarié, tu te poses peut-être aussi des questions sur la différence entre un salarié et un associé, et la différence peut être ténue. Nous allons aborder ce sujet-là aussi. Et puis, si tu es salarié proche de tes boss, tu as peut-être aussi envie de savoir comment les relations entre eux peuvent être gérées pour éviter qu'un jour une mésentente puisse endommager l'entreprise. Sans plus attendre, voici mon entretien avec Romain et Sylvain. Bonjour Romain. Bonjour Cédric. Et bonjour Sylvain. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur le podcast. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Ce que je vous propose déjà, c'est de vous présenter rapidement. Et puis, on passera ensuite à la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est-à-dire le livre que vous avez écrit ensemble. Donc voilà, je suggère que Romain commence. Bon, eh bien, Romain Luciani, je suis avocat depuis maintenant presque 15 ans. Je suis fondateur du cabinet Lex Plus Avocat et cofondateur du réseau Goji Avocat. Ma clientèle, ce sont des entreprises qu'on accompagne de la création à leur développement, leur expansion et éventuellement leur vente. Et sur ces différentes thématiques, on est amené à travailler sur les problématiques d'associés. Ok. Très intéressant. Donc, voilà, une expérience sur les problématiques entre associés et comment effectivement les gérer, les border. Ok. Sylvain, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Sylvain Tillon, créé une première boîte il y a 20 ans de bijoux pour cheveux, sachant que je me suis séparé de mon premier associé au bout de 6 mois. Mal, on ne se parle plus, ça fait 20 ans alors qu'on était les meilleurs potes du monde. Qu'après j'ai lancé une nouvelle boîte, enfin j'ai planté cette boîte au bout de 6 ans, tribunal, procès, dette et plein de choses, j'ai appris beaucoup. J'ai lancé une nouvelle boîte Sido qui voulait dire Sylvain et Ludo, mais Ludo est parti au bout de 2 ans. Pareil, on ne se parle plus beaucoup, on peut pas dire là qu'on se déteste, contrairement à la première, parce qu'on avait fait un début de pacte d'associés et que ça nous a sauvé et la boîte et au moins le fait de pouvoir prendre une bière ensemble. Après, j'ai été créé Tilki, on a eu d'autres soucis d'associés, on a été accompagné par Romain aussi sur ces sujets-là, et dernièrement, j'ai créé une école, Le Bahut, qui forme des Digital Learning Managers. Et passionné par le sujet des associés, parce que j'ai fait, je pense, toutes les conneries du monde. J'ai rencontré énormément de problématiques sur ces sujets-là, sur des choses parfois toutes bêtes du quotidien. Et c'est un peu ça que j'ai voulu partager dans ce livre avec Romain pour avoir des retours d'expérience très opérationnels du quotidien, qui sont parfois oubliés dans les pactes, mais aussi avoir une approche très juridique, parce que l'enjeu à la fin, c'est potentiellement se retrouver face à un juge. Ouais. Donc, tu es un bon client du bouquin que tu as écrit. Ah bah, ouais, j'ai dû me former dessus, et ça m'a passionné, parce qu'en fait... D'ailleurs, c'est un des 3 sujets qui fait qu'une boîte plante, c'est les soucis entre associés, et que ça peut se border. Mais bon, après, je suis allé tellement loin que j'ai même fait un pacte avec ma compagne avant de faire un enfant. C'est pour te dire à quel point j'adore les pactes. D'accord. Ok, super. Bon, et donc en fait, ce qui vous réunit tous les deux, entre autres, puisque vous bossez aussi ensemble, c'est que vous avez écrit un livre. Tout à fait, un livre qui s'appelle « Voulez-vous prendre comme associé ? Point d'interrogation ». Parce que pour nous, l'association, l'association professionnelle, c'est proche d'un mariage. On voit énormément son associé, plus que son conjoint ou sa conjointe, et avec tout autant de difficultés qu'avec son conjoint ou sa conjointe. Du coup, il y a des choses à encadrer, à préparer, à discuter.
et que le pacte est un excellent moyen de communication de base, mais aussi un moyen pour prévenir les disputes. Vas-y, Romain. Exactement, exactement. En fait, ça a vraiment aussi pour utilité d'anticiper le grand saut qu'on s'apprête à faire ensemble et de poser d'ores et déjà les éventuels problèmes qu'on pourrait rencontrer et on va en rencontrer au cours de la vie de l'entreprise. Et déjà en amont de se dire, OK, par rapport à nos positions respectives, par rapport à ces anticipations-là, est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir s'associer? Est-ce qu'on a envie de la même chose? Est-ce qu'on a envie de la même chose? Exactement. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que évidemment j'ai quelques questions, en off, hein, on a discuté un petit peu du volume, enfin ou plutôt des ventes du bouquin, et vous disiez tous les deux que c'était pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'était probablement symptomatique de la manière dont les dirigeants d'entreprise perçoivent le problème. Bah moi, ça m'a Alors vraiment oui, c'est sauvé vrai de... que... Pardon, ouais, vas-y, c'est bon. Ça m'a sauvé de faire des pactes, ça m'a sauvé mes boîtes, et ça m'a, à titre perso, ça m'a aussi aidé, du coup, évidemment. Et ça devient un réflexe, quel que soit le sujet, je fais un pacte. Parce que je Ok. veux être sûr qu'on soit aligné sur le chemin et qu'on prévoit la potentielle séparation. Mm. Et du coup, ça me paraît un sujet évident dans l'entrepreneuriat qui n'est pourtant pas partagé et que je comprends, parce que pour être allé voir plein de copains qui du coup se sont pas posé la question, c'est Mm. qu'ils n'ont pas envie de se poser cette question. Quand on est primo-entrepreneur, néo-entrepreneur, on est dans l'euphorie du moment, et cette question d'ailleurs se pose pas dans les 12 premiers mois. Se pose Mm. quand on a des soucis de cash, que là ça va moins vite que prévu, se pose aussi quand ça va beaucoup plus vite que prévu, ou se pose quand il y a l'environnement proche interagit avec un des trois dirigeants et impose un déménagement, impose de travailler moins, impose de prendre des vacances, et que ça Mm. crée des tensions entre les deux, trois dirigeants qui étaient jusque-là très alignés. Mais qu'en fait, ça Mm. n'arrive pas dès le début. Et le problème, c'est que Mm. quand le souci arrive et qu'il n'y a pas de pacte, c'est très très dur de faire un pacte à ce moment-là. Donc le Ok. bouquin, nous, les retours moi, que j'ai eu de dirigeants, c'est plutôt des gens qui ont déjà vécu des associations foireuses, qui ont envie de lire le bouquin pour préparer celle d'après, ou des coachs Ouais. en entrepreneuriat ou des experts comptables qui voulaient aider les dirigeants que vous accompagnaient, plus que les primo-entrepreneurs que je voulais toucher. Après, peut-être que toi, Mm. Romain, tu as eu d'autres retours un peu différents des gens qui t'en ont Bah parlé. non, mais en fait, tu soulèves bien le problème, c'est que nous, à la base, on a voulu faire un ouvrage complet et de vulgarisation des problématiques et entre associés et les moyens juridiques de les border, et qu'on avait visé à la base un public très large, et qu'en fait, effectivement, on a eu plein de retours positifs sur l'utilité de l'ouvrage, et on a été poussé par des organismes plutôt intéressants comme BPI ou pas mal d'incubateurs, notamment pour les néo-entrepreneurs. Donc ça, on a eu des bons retours sur le contenu. Mais effectivement, c'est pas un sujet euh, sur lequel les entrepreneurs ont envie de se précipiter au moment du démarrage d'une activité. C'est clair. Et ça, on peut faire encore un parallèle avec une relation amoureuse et le Ouais, avec le mariage. Hein. mariage, C'est c'est que clair. voilà, on vit la passion de ce moment-là sans en amont commencer à se poser des questions sur comment on va vivre cette passion et comment on va se border l'un et l'autre par rapport à ce qu'on s'apprête à construire. Donc c'est vrai que on visait un public plus large. Après, il y a quand même une observation qui doit être apportée là du terrain, parce que bon, moi je vis, alors j'ai moins d'expérience d'association que Sylvain, même Mhm. si j'en vis sur différents projets. En revanche, moi je vois passer des associations toutes les semaines, tous les jours même en fait. Hein. Et, et, et c'est vrai que le sujet du pacte d'associés, il y a quelques années en arrière, ça se posait vraiment quand on commençait à avoir une société qui était
presque établi, on va dire. On allait intégrer peut-être des investisseurs, on allait élargir un peu le capital social à d'autres associés. Et maintenant, de plus en plus, nous, on est sollicités moins pour constituer des sociétés, parce que maintenant, il y a beaucoup de legal tech avec quelque chose de très standard, mais on est de plus en plus sollicités sur des démarrages d'activités pour la mise en place de pactes d'associés sur mesure. Effectivement, on a tout un process pour répondre le mieux possible à l'association qu'on a en face de nous et bien border les modalités de cette association. Okay. Donc ça s'est quand même beaucoup démocratisé, mais ça reste quand même un sujet qui est relativement technique. Et je pense que les entrepreneurs ont envie de faire confiance à des conseils, des coachs, leurs experts comptables, leurs avocats, pour les aider dans cette construction-là. Et on a quand même pas mal de retours sur l'intérêt de l'ouvrage pour des entrepreneurs qui s'apprêtent à lever. Et là, pour le coup, on a toute une partie de l'ouvrage qui s'adresse aux entrepreneurs dans le cadre d'une levée de fonds, avec les principales clauses et l'intérêt de ces clauses et comment on peut les négocier, qu'est-ce qu'on peut proposer, voilà, quel est un peu l'état de la pratique. Et là, pour le coup, on a effectivement des entrepreneurs qui mettent le nez dans le moteur pour eux aussi être pertinents dans la négo dans le cadre de levée de fonds. Par contre, si Erol nous entend, notre éditeur, j'ai plein de nouvelles choses à rajouter sur cette partie-là. D'accord, ok. Et moi aussi, si je peux le placer également, parce qu'il y a la pratique a évolué. Tout à fait. C'est le problème du livre, c'est qu'une fois qu'il est sorti, on ne peut plus le modifier. Et moi, l'avantage. Il date un petit peu, hein, Sylvain. Il a quoi? Il a pas loin de 4 ans maintenant, non? Ah oui, ok. Oui, dans l'entrepreneuriat, ça va il est vite. temps de faire une édition augmentée. Alors. C'est clair. Et surtout, un truc dont j'aimerais parler dedans, dans les choses très positives, c'est par exemple la startup Caption qui permet aujourd'hui de vendre ses BSPCE au BSA. Où en gros, je ne sais pas si on le dit dans le livre, mais que je trouve que les BSPCE pour les salariés, ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est très difficilement liquide et c'est très difficilement activable. Et qu'en plus, la personne n'est même pas vraiment associée, donc ne prend pas part aux décisions. Et que je ne voyais pas trop l'intérêt, à part un côté virtuel, de dire je peux dire que je suis associé parce que j'ai des BSPCE, ce qui n'est même pas vrai. Et qu'aujourd'hui, avec cette startup, en fait, on peut rendre une partie de ces BSPCE liquides. Et j'aime beaucoup l'idée. Je trouve enfin ça intéressant pour du coup fidéliser des collaborateurs et les remercier d'être dans l'aventure depuis le début. Donc, par exemple, c'est un truc que je rajouterais dans les clauses. Mais après, j'aurais dû mieux lire ta partie, Romain, sur les actions préférentielles notamment. Mais bon, je le sais. Enfin, je dis ça en rigolant parce que je connaissais du coup bien le sujet. Et qu'en fait, le jour où ça arrive, ça fait un peu plus mal que ce qu'on imaginait. Action préférentielle, en gros, en 2 mots, c'est le fait que des actions soient prioritaires lors de la vente de la boîte et que d'abord, le repreneur achète ces actions-là et que s'il reste de l'argent, les autres actions sont achetées. Mais que sinon, toutes les autres valent rien, en gros, pour ultra simplifier. Alors, c'est très simplifié. C'est vraiment sur... c'est une des clauses qu'on peut avoir et qu'on a même classiquement sur toutes les levées de fonds, c'est la liquidation préférentielle, effectivement. Ça, on peut-être le détaillera plus tard. Ok. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur l'élément central qui me semble être le pacte d'actionnaires, parce que j'ai question là-dessus, je voudrais juste revenir un petit peu en amont. Et d'une manière générale, moi j'ai une question qui s'adresse peut-être plus à l'entrepreneur qu'au juriste, mais une question simple, c'est est-ce qu'il faut s'associer ? Est-ce que, d'une manière générale, ton expérience, Sylvain, c'est qu'il vaut mieux s'associer que de ne pas s'associer ? Et peut-être, est-ce qu'il y a des cas où il ne faut pas le faire ? Et est-ce qu'il y a des alternatives ? C'est-à-dire, on veut travailler avec quelqu'un, on veut démarrer, et ça, ça s'adresse peut-être plus aux juristes, on peut peut-être se dire, on a envie de faire un truc ensemble, mais on n'a pas envie d'être associé. C'est une excellente question. Pour moi, ce n'est pas une question de cas ni de sujet entrepreneurial, c'est une question d'homme ou de femme, d'entrepreneur. Et moi, je suis incapable de travailler seul. Je déteste ça et j'aime bien partager. J'ai besoin d'un miroir. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'on s'associe à 50-50, à 80-20, à 99-1 ?
Ou aujourd'hui, là, mon école, je l'ai montée avec quelqu'un qui est simplement salarié, on va dire, mais qui a un vrai rôle d'associé avec moi, où on prend une décision à deux, et c'est mon miroir dans la boîte. Mhm. Mais c'est le premier sujet, d'ailleurs, même avant de faire Impact, hein, c'est presque de faire sa psychothérapie ou psychanalyse, c'est de savoir qui on est et ce qu'on veut vraiment. Parce que parfois, on a tendance à se tromper. D'un consultant qui m'avait aidé à l'époque, il m'a dit, mais Sylvain, pourquoi tu es prêt à lâcher la majorité avec des gens, sachant que tu vas travailler plus, que de toute façon, tu seras leader du projet, et qu'à la fin, s'il en reste un, ce sera toi. Arrête de partager autant le pouvoir au niveau départ, parce que ça va te foutre dans la merde un jour. Et qu'il n'a pas tort. Dans un projet, je ne peux pas m'empêcher de bosser 120 heures par semaine, de tout envoyer, d'aller loin. J'adore ça, j'ai besoin de ça. Et c'est vrai que j'ai jamais trouvé l'associé qui arrivait à faire autant. Et que du coup, ça crée une frustration à un moment où, putain, c'est notre boîte ou c'est la mienne? Et qu'au fond, faut peut-être que j'accepte que c'est quand même la mienne, que je peux partager une partie des actions, mais qu'il faut que j'encadre ça et qu'on se mette d'accord. Mais du coup, il faut vraiment bien se connaître pour savoir qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment faire, ce qu'on est capable de faire, pas faire. Aussi, parce que ça sert à rien de se mentir et de mentir à l'autre. Mais c'est pas toujours simple. Donc du coup, la réponse, c'est ça dépend de vous. Il y a des gens qui n'aiment pas partager du tout, qui n'aiment pas partager le pouvoir, qui veulent prendre des décisions seuls, et je comprends complètement, et du coup peut-être qu'il ne faut pas s'associer, et qui veulent pas de contraintes, parce qu'une association, c'est comme un couple, hein, ça crée des contraintes. Il y a une autre personne, et on ne fait pas tout pour soi, ni tout seul. Et moi, j'adore ça, parce que plus il y a de contraintes, plus il y a de cadres, plus je suis innovant. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc après, c'est à vous de vous connaître pour choisir. Et les autres modes d'association hors par échanger, je te laisse répondre, Robin. Oui, alors il y a un peu comme un maire qui a fait beaucoup de mariages et qui a un peu de recul sur les couples et leur solidité. Donc moi j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de règles. Après, il y a effectivement des critères qu'on retrouve. Moi, simplement, ce que je remarque dans les associations qui fonctionnent, effectivement, il y a cette capacité, la première, on va dire le premier point le plus important, et effectivement, Sylvain, tu l'as bien soulevé, c'est est-ce qu'on est en capacité de fonctionner à plusieurs? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser soi à soi, et se dire, ok, est-ce que je vais pouvoir accepter qu'on ne soit pas d'accord avec moi, avec ma vision, avec ma façon de faire, avec ma façon d'aborder le problème? Donc ça, c'est un vrai sujet. Et on voit quand même pas mal, surtout sur des rapprochements entre associés avec des enjeux qui sont importants. C'est-à-dire que si l'association capote, potentiellement, il y a des pertes d'actifs qui peut être important. On a aujourd'hui cette façon de fonctionner, mais bon, pas sur des créations d'entreprises pures, mais sur des rapprochements d'entreprises qui envisagent l'association. Ouais. D'abord de commencer par une sorte de partenariat. Donc on a souvent des contrats en partenariat ou de type commercial, des contrats commerciaux. De type commercial, ou de co-développement sur un point un peu plus techno, ou sur effectivement une approche commerciale, une approche aussi entre équipes, pour voir effectivement si ça peut fonctionner. Et ça débouche souvent sur ce qu'on appelle un protocole d'association, c'est-à-dire qu'on dit ok, si on arrive à mener à bien cette mission en partenariat, voilà sous quels termes et conditions on va s'associer. Donc ça se voit. Sur les fiançailles. Voilà, c'est un peu les fiançailles. Après, sur de la création d'entreprises pures, qu'on voit beaucoup, bon, c'est un peu plus rare. Moi, ce que je conseille toujours, c'est aussi, avant de constituer une société, commencer à mettre en place un pacte d'associés. Parfois, on vient nous voir vraiment très en amont du projet. On n'a pas encore de clients, on n'a pas encore de projet ou de business bien arrêté, ni de business model bien arrêté. Et on commence juste à se dire, on a une idée, on va la développer ensemble, donc on monte une société, on fait un pacte d'associés, etc. Donc là, généralement, on renvoie les gens
chez eux, j'ai envie de dire, en disant, bon, déjà, commencez à développer un petit peu l'activité, commencez à travailler un petit peu ensemble, passer un peu de temps ensemble, voyez s'il y a un retour sur le terrain, hein, est-ce que vous intéressez quelqu'un avant qu'on commence à mettre en place la fusée, et puis vous évitez des coûts inutiles aussi, hein, parce qu'il faut structurer tout ça. Donc ça, déjà aussi, c'est pas mal, hein, c'est-à-dire de commencer sans réel cadre juridique, de commencer à travailler sur le projet ensemble pour ensuite se dire, OK, ça va matcher, il y a on a un marché pour ce qu'on veut faire, on a des marques d'intérêt, on sait à peu près comment on veut structurer tout ça. Et donc là, on va créer la société. Et dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre de ce travail préliminaire, parfois, mais c'est quand même très très rare, mais on le met parfois en place sur des sujets un peu techno, c'est-à-dire qu'il faut commencer à protéger ce qu'on est en train de développer ensemble. Là aussi, on met en place des protocoles d'association. On dit, OK, la mission, c'est de faire ça, de voir si on arrive à monter un projet. Et une fois que le projet sera plus ou moins monté, voilà les termes, les grandes lignes de notre future association. Parce qu'il y a un développement d'actifs. Voilà, parce qu'il y a un développement d'actifs et qu'on se dit, OK, si demain je développe une techno, on a eu ça il y a peu de temps sur une techno un peu medtech, c'est une collaboration entre un médecin et un ingénieur, de se dire, OK, on va essayer de développer ça, voir si le marché fonctionne, et chacun avait des données à protéger plus ou moins, donc de se dire, OK, si on n'arrive pas à développer le projet, on s'assure que si on se sépare, parce qu'on n'arrive pas à développer le projet, chacun reparte avec sa part du développement. Ok, je comprends. Et Sylvain, toi, tu évoquais aussi en off juste avant que même si on ne met pas en place un pacte d'actionnaires, on peut se faire déjà, on peut apprendre à travailler ensemble et à noter même de manière informelle la manière dont on voudrait travailler ensemble. Ça peut être le travail préparatoire. Moi, ma première boîte, on l'a créée officiellement en octobre et on s'est séparés en novembre. Ça faisait 6 mois qu'on bossait dessus. D'accord. Mais on ramait, on n'avait pas de clients, Ouais. mais on avait quand même déposé un brevet mondial à l'époque français, mais puis mondial sur notre innovation. Et mon associé qui est parti en vacances voir un pote qui était lui en stage à New York et qui revient, où il me dit, mais qu'est-ce qu'on se fait chier à aller créer une boîte, à bouffer des pâtes et à pas rentrer d'argent. Mon pote aux US, il est payé 2500 € par mois en stage. Moi, je vais me faire de la finance moi aussi et en fait, ce sera plus cool. Ce que je peux comprendre, sauf qu'on avait mis chacun de nous deux 7500 € dans la boîte et que s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe. Et que c'est là aussi, on fait parfois un mélange entre le capital qu'on met dans une boîte et le travail. Et que c'est vrai que c'était aussi une erreur, où pour moi, on serait rémunéré de notre travail grâce à la vente potentielle de la boîte un jour ou grâce aux dividendes d'un jour. Et du coup, je voulais pas qu'il garde ses 50%. Parce qu'en plus, 7500 €, c'était facile à trouver potentiellement pour le remplacer. Sauf que lui, il voulait les garder, parce qu'on avait quand même déposé un brevet ensemble, et qui m'a fait une étude à la con, comme on apprend bien en école de commerce, selon plusieurs calculs, les parts, vu le business plan, la société vaut 400 000 € sur le papier, mais comme je suis sympa, j'ai pris la valo basse qui est de 150 000. Donc mes parts valent 75 000 € un mois après la création, avec le brevet. Et que là, en fait, sans pacte, sans discussion sur ce sujet-là au préalable, c'est parti en boucherie. Parce que j'avais pas les 75 000 €, déjà les 7 500 €, j'avais fait un prêt pour les mettre, et qu'on n'arrivait pas à tomber d'accord. Donc là, moi, je me suis fait aider par un avocat. On est vraiment sur une valeur potentielle, quoi. Oui, mais c'est ça, quand on lance ça. Et en plus, il y a tellement d'affect. Et au fond, il avait peut-être raison. On avait déjà gagné des concours, il y avait une super image autour de cette boîte, les bijoux plaisaient beaucoup, il y avait un vrai potentiel fou. Mais tant que c'est qu'un potentiel, c'est compliqué en tant que co-dirigeant de racheter un potentiel. Tant qu'il n'est pas encore affirmé ou démontré. Mais il n'avait pas tort. C'est là où il n'y avait aucun de nous deux qui avait raison. Et c'est l'avantage du pacte. C'est ça qui est important pour moi. C'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution tant qu'elle est OK entre les deux. Tant qu'on se met OK sur une valo, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, en fait. C'est celle-là qu'on a écrite, c'est cette méthode qu'on a écrite, donc on va la suivre. Et là, on n'avait rien écrit. Et moi, pour moi, il fallait qu'il me les rende, les parts, au prix d'achat. Et pour lui, il fallait faire x10 minimum.
Et j'ai, du coup, par mécanisme, j'ai réussi à lui racheter pour 10 000 euros, pour avoir l'histoire jusqu'au bout, parce que je pouvais couler la boîte, vu qu'il n'y avait pas encore de clients, il n'y avait rien, et donc j'avais la menace de dire bah, j'arrête tout, et on perd tous Ouais. les deux, et moi je relance ça, je rachète le brevet au tribunal, et au final c'est le seul à avoir gagné de l'argent, vu que j'ai planté la boîte et que j'ai eu des procès, des dettes au bout de 6 ans, donc il a quand même gagné un tout petit peu, mais effectivement pas grand-chose, et ça ne nous a pas empêché de jamais nous reparler depuis. Ouais. Ouais. Bah, en général, quand il y a rapport de force et que ça se termine sur un rapport de force avec en fait, avec deux perdants finalement, ça Exactement. gâche un peu tout. Ouais, ouais. Est-ce que, alors juste une question, est-ce qu'avec le recul, ça aurait changé quelque chose d'avoir un pacte d'actionnaires à ce moment-là, non pas sur votre relation, parce que visiblement ça en a eu, mais sur le futur de l'entreprise. Est-ce qu'elle est devenue ensuite? C'est-à-dire, est-ce que c'est ça qui a planté la boîte ou est-ce que c'est complètement Bon, non, ça n'a indépendant pas de planté la cette boîte, mais histoire? j'aurais gagné 4 mois de temps, d'énergie, de boulot et de fatigue bête à me battre pour voir comment lui racheter les parts le moins cher possible et comment voir même très, Hmm. euh, ça va être très mal dit, mais comment le baiser. Parce que du coup, j'étais Hmm. rentré dans une situation où il cherche à m'arnaquer, je vais pas faire mieux que lui, quoi. Et Hmm. donc, vraiment, ça a fait perdre du temps au projet. Mais Hmm. ça a rien à voir avec l'échec final. Mais Hmm. j'aurais pu gagner 4 mois d'énergie et lui aussi, et garder une certaine amitié si on avait signé quelque chose avant. Hmm. En ayant perdu juste un petit peu de temps en préparant le fameux pacte d'actionnaires. Bah, du coup, en gagnant énormément de temps en Voilà. préparant ce pacte d'actionnaire. Mais effectivement, c'est un peu de temps de travail, de réflexion, mais on n'avait pas la maturité, je pense, à l'époque. Et on se Ouais. posait pas encore toutes ces questions-là. Et il n'y avait pas un super livre sur le marché qui nous aurait permis de faire presque tout seul. Parfait. Je sens que les ventes vont remonter. En fait, donc l'élément central, c'est le pacte d'actionnaires, c'est un investissement, hein, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire que ça rapporte plus que ça ne coûte en général. Moi, j'ai des questions vraiment naïves là-dessus. Donc, c'est pas obligatoire. Première chose, le pacte d'actionnaires n'est pas obligatoire. Du tout. Absolument pas. D'accord. Comme vous pouvez vous marier sans contrat de mariage. Ok, Voilà, ok. on reste sur le même Je, parallèle. je Et il pose n'est la pas question. public. Ça reste qu'entre les dirigeants et l'avocat qui a aidé potentiellement, mais il ne sort pas de la sphère dans laquelle il était écrit. D'accord. Je pose la question parce que moi, à chaque fois que j'ai été associé dans ma vie d'entrepreneur, hein, je suis toujours dirigeant, j'ai toujours eu un pacte d'actionnaires parce que mon expert comptable m'a toujours dit il faut un pacte d'actionnaires. Et je me suis même pas posé la question de savoir si c'était obligatoire ou pas. Dans ma tête, c'était à faire en tout cas. Et je confirme ce que tu disais à l'instant, c'est que bah, ça permet de se séparer, d'avoir une référence en fait pour se séparer. Ça pose une espèce de cadre, on connaît déjà les règles du jeu. Et moi dans le cas où bah, voilà, j'ai dû, à un moment, un de mes actionnaires a voulu sortir, bah, tout était cadré en fait. Et donc ça s'est fait. Ah, c'est vrai que c'est très intéressant et même, comme je le disais tout à l'heure, moi, il m'est arrivé dans le cadre du travail à faire ou les rendez-vous qu'on a pu faire avec des futurs associés, de se rendre compte à ce moment-là que l'association n'était pas faite pour eux. Ok. Donc j'ai des gens qui, au moment où on a posé les sujets sur la table et comment on allait y répondre et ce qu'on pouvait leur proposer, on s'est rendu compte qu'il y avait des attentes qui étaient complètement opposées. Donc pour revenir un petit peu en arrière sur la question que tu posais, Cédric, c'est faut-il s'associer Ce que je vois, hein, les points un peu caractéristiques qu'on a sur des associations qui fonctionnent, c'est pas forcément une bonne entente personnelle, même si ça peut être un critère important, mais c'est une certaine complémentarité, Mm. un objectif commun. Mm. C'est-à-dire que c'est quoi le but ultime de cette boîte Qu'est-ce qu'on souhaite au mieux pour cette boîte Mm. et les moyens pour y parvenir. C'est-à-dire quel sacrifice tu es prêt à faire, aussi bien en termes de temps que financier, que d'engagement dans la durée, etc. Mm. Et ça, c'est vrai que quand on réunit ces trois éléments-là, on arrive à voir une association qui va vraiment fonctionner dans le temps. Alors après, il peut y avoir des clashs, hein, pas devant,
Mais c'est vrai que bon, pour moi, ça, c'est 3 critères qui sont importants et qui vont permettre de construire le pacte. Et quand on parlait de complémentarité, d'ambition commune et de moyens identiques pour y parvenir, on peut avoir des associations où on a vraiment un porteur de projet, hein, on appelle ça la pratique, c'est-à-dire celui qui est vraiment à l'initiative du projet, et qui va s'associer effectivement, comme le soulignait Sylvain au départ, pour se rassurer, pour que ce soit aussi en termes de lisibilité, de présentation du projet, le fait d'être deux aussi, ça donne du poids à un projet quand on le présente. On peut voir cette configuration-là où on a un porteur de projet qui va s'associer avec un simple exécutant. Et parfois, c'est pas forcément une très bonne idée. On peut avoir vraiment beaucoup de frustration, surtout de la part du porteur de projet, quand il comprend qu'en fait, il a plus un salarié qu'un associé, en fait. Oui. Et qu'on n'a pas la même. Qu'on partage pas la même envie et surtout qu'on n'est pas prêt à y mettre les mêmes moyens, aussi bien humains que financiers. Alors, Donc voilà, et c'est ces critères-là qu'on va pouvoir voir, effectivement, qu'on va pouvoir mettre à nu en exposant différentes thématiques de sujets, surtout à la création d'entreprises, ouais. à l'appréciation des futurs associés. Donc bon, peut-être qu'on les détaillera, on pourra détailler ces thématiques-là un peu plus tard, mais ça m'est arrivé, bon c'est rare, hein, en allant chercher avec eux des réponses à ces thématiques-là, on se rend compte qu'on n'avait pas du tout, enfin que ces personnes-là n'avaient pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, voilà, les mêmes moyens à disposition. D'accord. Alors, oui, on va y revenir. Ça m'intéresse d'avoir un petit peu les fondamentaux et ce qu'il faut mettre sur la table au moment où on fait notre pacte d'actionnaires. Mais ce que tu dis, c'est que voilà, le fait déjà de faire l'exercice de tout mettre sur la table, quelquefois, ça clarifie et ça clarifie tellement que on s'associe plus. Et tu as dit une phrase qui m'a intéressé. C'est à un moment, tu as dit, en fait, finalement, on s'aperçoit que, en fait, ce dont on a pas besoin, c'est pas d'un associé, c'est d'un salarié. Ce serait quoi la distinction, selon Sylvain? Alors, la distinction juridique, bon, je pense que à peu près on la connaît. C'est pas le même type de contrat, mais ce serait quoi en fait la différence entre un salarié et un associé pour toi, Sylvain? Très basiquement. Très basiquement, c'est une personne à qui on peut partager ses états d'âme, ses doutes et à qui on peut donner les rênes quand on va moins bien. Alors pour moi, un salarié ne Mhm. doit pas s'apercevoir de ça. Lui, on doit avoir une façade de j'y crois, je fonce et on va y aller ensemble. L'associé peut avoir ce rôle-là de ce que je D'accord. disais tout à l'heure, de miroir, de ping-pong, et que c'est quelqu'un, moi, à qui je peux donner Ouais. les rênes, voir qui va être complémentaire avec moi, de pouvoir amener l'entreprise plus loin que là où je peux l'amener moi. Et qu'on a Ok. chacun nos rôles dans le projet, mais qui a besoin de l'associer pour qu'il se sente euh, propriétaire du sujet, propriétaire. En tout Ouais. cas, que c'est pour lui qu'il le fait aussi, et qu'il se voit plusieurs années dedans, que ce soit pas juste un passage de 18 mois et pour ma carrière qui est cool. Et si je trouve autre chose, je me casse. Il a vraiment l'impression que ce soit son projet, Mm. que je puisse prendre du recul, parce que de toute Mm. façon, moi je sais qu'au bout d'un moment, je suis plus bon dans une boîte, donc il faut que je trouve un associé qui soit capable de prendre la suite. Mm. Ok. Je pose la question Juste pour parce que souligner, dans les médias et d'une manière générale, dans toute la littérature autour du management, etc., on mélange un peu tout. Et effectivement, on a beaucoup de tout ce qui est empowerment, etc., autour du management. Et du coup, la limite est floue, hein, de plus en plus, je trouve, entre les deux, entre prendre un associé et embaucher un alors, salarié. ouais, Cédric, c'est très intéressant ce que tu dis. Et effectivement, juste pour reprendre ce que disait Sylvain, effectivement, ce qui est important, c'est le degré d'implication. Je pense que c'est ça qui va, dans les faits, faire la distinction entre un associé et un salarié. Un salarié, il est payé pour faire une tâche précise sur un temps limité, et que ça aille bien ou que ça aille mal, il va toucher le même revenu.
Donc, je veux dire, en termes d'implication, voilà, ça limite quand même les choses. Un associé, voilà, il va partager les pertes, il va partager les bénéfices, il va s'impliquer en termes de développement. Alors, il vaut mieux effectivement avoir un salarié qui se conduit comme un associé, enfin, qui a une appétence à le devenir en tout cas, que le contraire, c'est-à-dire d'avoir un associé qui se conduit comme un salarié. Et donc, c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'outils, puisqu'on parle de management, et ça, c'est un sujet qu'on voit, nous, sur des développements de groupes de sociétés ou même sur des boîtes qui se créent et qui ont des salariés qui sont vraiment intéressés au développement de la société, d'avoir des outils pour les intéresser au capital. Comme Sylvain l'a souligné tout à l'heure, il y a l'outil BSPCE. On a des outils aussi toujours pour des personnes qui sont vraiment, des salariés qui sont vraiment impliqués sur une branche d'activité en particulier ou un business unit bien délimité, de les intégrer au capital de la filiale concernée, parce qu'on va considérer qu'ils ont franchi cette limite psychologique du simple salarié dans un lien de subordination qui répond à ce qu'on lui demande pour une rémunération fixe. Okay. Ouais, mais là tu parles de limite psychologique et ça me questionne à nouveau parce qu'en fait, est-ce qu'on a besoin de les associer? Quel est l'enjeu derrière? Parce qu'on apprend beaucoup ça en école de commerce, il faut être associé pour être entrepreneur ou pour avoir réussi. Moi, dans mon autre boîte, aujourd'hui, on n'est que 2 associés et on a 24 collaborateurs qui sont à fond, qui se donnent presque comme des associés, qui considèrent que c'est leur boîte, mais parce qu'on a un modèle de fonctionnement transparent sur les rémunérations, ils connaissent nos rémunérations, ils connaissent les leurs, et qu'on redistribue 50% du résultat de la boîte à l'ensemble des collaborateurs. Et qu'on leur explique ce qu'on fait des autres 50% qui sont réinvestis dans l'entreprise pour faire d'autres choses. Que moi, je ne comprends pas en tant que dirigeant d'une agence pourquoi je devrais être payé 4 fois, alors que je suis déjà payé une fois pour mon travail, pourquoi je devrais être payé 4 fois plus grâce aux dividendes. Ça n'a pas vraiment de sens, vu que j'ai mis 3 000 € dans cette boîte, j'aurais un TRI qui serait tellement énorme que c'est abusé et que je ne comprends pas l'intérêt. Et que du coup, je leur ai expliqué pourquoi moi je voulais pas les associer. Je leur ai dit de toute façon, vous n'aurez pas plus de pouvoir, vous en avez déjà beaucoup, je partage les décisions avec vous, je suis transparent de pourquoi je les prends et on en discute ensemble. Et la boîte c'est d'une agence, elle vaudra jamais vraiment grand chose à la fin. Ce qui a de la valeur, c'est les résultats qu'on fait tous les ans et je vous le redistribue sans que vous ayez à investir dans la boîte. Du coup, il y a une vraie question par rapport à ça où pour certains, il y a un côté personnel de pouvoir dire sur la carte de visite je suis associé. Plus que j'en ai les responsabilités, j'en ai le pouvoir. Parce qu'un associé à 1% dans une boîte, ça sert à rien. Le dirigeant fait même un associé à 20%, il n'aura quasi aucun pouvoir. Il y a très très peu de décisions, l'associé à 20% peut intervenir. Du coup, à quoi ça sert? À part dans une start-up logicielle où effectivement la boîte peut faire x100, x1000, ça peut valoir le coup d'avoir mis 1 000 € un jour pour récupérer 1 million, j'entends. Mais il y a plein de boîtes où pour moi ça n'a pas de sens. Donc vraiment, il y a une question à se poser de pourquoi je suis associé. Ouais, puis ça dépend des actifs. Oui, puis il n'y a pas de règle générale. Mais d'ailleurs, sur tout le sujet qu'on a aujourd'hui, il est difficile de poser des règles applicables pour toute entreprise parce que les activités, les tailles, les besoins, etc. sont très différents. Après, la logique d'associer peut-être un salarié, elle s'inscrit sur deux éléments, sur 2 points importants. Un, c'est peut-être être propriétaire sans rentrer dans des considérations économiques, de philosophie économique, mais de dire d'être propriétaire de son moyen de production. Voilà, ça c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est aussi avoir une vision pour l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement un salarié qui est vraiment dédié à la tenue de l'entreprise, à son day-to-day management. On a plein des exemples qu'on suit, c'est-à-dire d'avoir des directeurs exécutifs salariés qui tiennent l'affaire. Après, il y a cet aspect effectivement de vision pour le développement, sur qui on va mettre en charge, comment on va faire développer la boîte, quels investissements faire, quel nouvel étage de fusée on va constituer parce que l'activité peut se développer comme ça. Donc il faut qu'on ait effectivement, à mon sens, après encore une fois, il n'y a pas de règle générale,
il faut aussi intégrer des personnes qui s'impliquent vraiment dans la société, qui Ouais. ont aussi une vision et qui vont apporter quelque chose au développement même du projet et pas simplement à son maintien. Ouais, Oui, après et puis attention, il y a une notion stratégique, de vision stratégique, c'est-à-dire que quand tu es associé avec des parts significatives, implicitement, ça veut probablement dire que tu as un impact sur la vision stratégique, pas simplement dans l'exécution. Et puis, il y Exactement. a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui se disent, mais cette personne est devenue ultra stratégique dans ma boîte, si je l'associe pas, elle va s'en aller. Moi, c'est ce ouais, que mais Alors il y j'entends a beaucoup. ça, et il y a un autre point, excuse-moi Sylvain, je finis juste là-dessus, et après je te laisse la parole, parce qu'on aime bien avoir des points de vue différents avec Sylvain sur certains sujets, et je pense pas qu'il y ait de vérité absolue sur ces sujets-là. Mais il y a aussi un point qu'il faut bien comprendre, et moi c'est aussi un conseil que je donne souvent à mes clients, c'est de dire, OK, on peut pas tout avoir, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir la sécurité du salariat et se considérer pleinement associé chef d'entreprise. Donc, moi, j'ai toujours un peu de mal parce que c'est possible hein, de cumuler les deux. Alors, on ne va pas rentrer dans des considérations juridiques un peu techniques parce que c'est soumis à conditions, mais quand on parle ici d'associés, on parle vraiment d'associés opérationnels impliqués dans la direction, donc, qui ont souvent un mandat social de dirigeant. Donc, quand on passe ce cap-là, c'est aussi de dire, bah, vous devenez associé, en même temps, vous ne pouvez pas garder la sécurité du poste de salarié, enfin de fonction de salarié. Même si c'est possible d'être à la fois salarié et associé au capital. Hein. Mais voilà, c'est une autre approche, c'est une autre implication, et c'est-à-dire qu'on est prêt à partager effectivement les bénéfices de l'entreprise, Et les risques. mais aussi les risques. Voilà. sur l'association, ce que je voulais dire, c'est attention à ne pas associer pour moins payer quelqu'un, parce que parfois on se dit que je l'associe pour le fidéliser, parce que peut-être qu'il gagnera de l'argent un jour. Dans ce cas, donne-lui cet argent aujourd'hui, il restera aussi dans la boîte, parce que s'il est très bien payé, il n'y a pas de raison qu'il bouge. Donc, Mhm. parfois on utilise l'association pour sous-payer les collaborateurs. Et Mhm. deuxième chose, attention, un associé peut être très bien à un stade, mais moins bien au stade suivant. Je pense à un directeur technique qui était très très bien pour lancer le MVP, mais beaucoup moins bon pour lancer le super logiciel avec une architecture nickel qui tourne sur tous les environnements. Et Mhm. pour autant, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne, hein, c'est juste qu'elle est moins bonne à un certain stade de la boîte. Mais le problème, c'est que c'est très facile de faire rentrer un associé, très difficile de le faire sortir s'il n'a pas envie. Alors, Ouais. avec Impact, ça peut simplifier, mais c'est quand même des moments très chiants à vivre. Et du coup, toujours se reposer la question de pourquoi je l'associe. Est-ce que c'est pour très bien faire un boulot à un instant T, ou c'est pour vivre une aventure sur 20 ans avec lui? Si Ouais. c'est pour faire très bien le boulot en instant T, comme un directeur artistique, ça peut être aussi votre point faible dans votre boîte. Si il peut être super bon pour le lancement de votre produit aujourd'hui, mais peut-être que dans 3 ans, il n'est plus dans les tendances parce qu'il n'a pas pris le temps, parce qu'il n'a pas eu envie ou parce que c'est plus le sujet. Mais s'il est associé, il aura beaucoup de mal à ce qu'on fasse rentrer un nouveau directeur artistique. Alors que si c'est un salarié, bah, c'est plus facile. Donc voilà, je suis pro-association, mais il faut faire attention à pourquoi on s'associe. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je pense que si la seule raison, c'est la crainte que la personne quitte l'entreprise, je pense que le souci, il n'est pas là. Je pense que le souci, il est ailleurs. Effectivement, ça peut être un salaire qui n'est pas suffisant par rapport à ce que la personne apporte à l'entreprise, ou simplement un problème de management. Parce qu'en général, quand on est bien dans une entreprise, et il n'y a pas que le salaire qui compte, on y reste, qu'on soit associé ou pas. Je pense que l'association, c'est effectivement une autre dimension. Ça ne peut pas être la seule raison de fidéliser quelqu'un que de l'associer. Je dirais presque que c'est la moins bonne des raisons. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le pacte d'actionnaires. Et tout à l'heure, Romain, tu évoquais, en fait, tu voyais 3 dimensions principales, peut-être qu'on peut détailler. Et si je me souviens bien, c'était la complémentarité, l'engagement dans la durée et... Alors non, alors ça c'est les thématiques qu'on va aborder dans le pacte, mais là c'était pour répondre vraiment à la question est-ce qu'on peut s'associer? Donc moi simplement ce qu'on voit dès le Ok, départ et effectivement c'est de dire le premier critère c'est est-ce qu'il y a une certaine complémentarité. Hein. Et quand je dis une certaine, on peut avoir les mêmes fonctions, la même formation et quand même être complémentaire de par la personnalité, sa nature, etc.
avoir quelqu'un qui est tout feu tout flamme, quelqu'un qui est plus prudent, quelqu'un qui est plus réservé, quelqu'un qui est plus extraverti. Voilà, enfin, on peut décliner ça à l'infini. Et le deuxième critère que j'avançais, c'était effectivement l'objectif, hein, la destination. Est-ce qu'on a la même destination? Et est-ce qu'on est prêt à mouiller le maillot de la même façon? Voilà. Ça, c'est trois choses voilà, qu'on peut retrouver. Et quand on commence à travailler sur le pacte, quand on voit que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il manque un de ces éléments. Donc, après, sur le pacte d'associés, alors, le pacte d'associés, c'est un outil qui est hyper large, qu'on peut utiliser dans énormément de cas qui sont très différents. Aujourd'hui, je vais simplement me cantonner à la création d'une activité, d'une entreprise. La première des thématiques qui me paraît particulièrement importante dans le cadre d'une création et le développement d'un projet d'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'engagement opérationnel. C'est-à-dire qu'on va s'associer et on va se promettre mutuellement de s'engager pleinement dans l'entreprise. Donc, comment on va aborder ça? C'est de dire, OK, si on est tous les deux dirigeants associés, hein, on est sur un simple mandat social, on peut très vite se retrouver dans une situation où on a un des dirigeants qui gère à peu près toute la direction, et puis un dirigeant associé qui est là de façon ponctuelle, qui n'est pas forcément très impliqué, qui va partir beaucoup en vacances, qui va peut-être avoir des activités à côté, parce que effectivement, sur une création d'entreprise, peut-être qu'on ne gagne pas d'argent au départ, donc potentiellement on n'a peut-être pas les mêmes besoins et on peut avoir des implications différentes du fait du chiffre d'affaires qu'on fait. Donc on peut avoir effectivement des associés, des dirigeants associés qui ont d'autres projets à côté pour pouvoir vivre. Et on peut très vite se retrouver dans une situation où on a quelqu'un qui se tape tout le sale boulot, j'ai envie de dire, pendant qu'un autre donne à peu près les grandes directions et puis suit ça de loin. Donc, ça, c'est un des premiers éléments qui peut être vraiment compliqué, et c'est de border l'engagement opérationnel de chacun. Alors souvent, ce qu'on fait, nous, c'est que quand on démarre, on suggère, on arrête différentes thématiques opérationnelles qu'on peut avoir dans une entreprise. Donc, ça peut être la direction technique, la direction commerciale, la direction administrative et financière, la communication, la direction artistique. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de thématiques et se dire, OK, moi, je vais être en charge de tel ou tel secteur ou tel domaine et toi, plus en charge d'un autre. Hein, on peut se partager un petit peu les tâches. Donc, on peut avoir des fiches de poste, entre guillemets, un peu plus détaillées et se dire, OK, comment on se répartit les tâches. Donc ça, c'est un premier élément. Après, on a des personnes qui sont dans une situation où, au moment où elles s'associent, les rôles ne sont pas clairement délimités, ils n'en ont pas forcément discuté. Donc là, ça amène effectivement une discussion. Et effectivement, on se dit, OK, on se rend un peu plus compte de ce qu'il va falloir faire pour développer le projet. Après ça, il y a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, l'engagement dans la durée, c'est-à-dire est-ce qu'on va travailler à plein temps dessus et combien de temps. Si on a un projet qui est vraiment extrêmement innovant, donc on n'a aucune idée de ce qu'on va pouvoir faire comme chiffre d'affaires, est-ce qu'on va pouvoir en vivre, etc. Donc, quel délai on se donne en termes d'engagement à perte, hein, j'ai envie de dire, personnel. Est-ce qu'on se lance dans le projet pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, voilà, comment ça peut se passer. Donc, c'est un petit peu ce que nous disait Sylvain tout à l'heure avec sa première expérience, c'est que ils ont lancé un projet, ils ne gagnaient pas d'argent, et puis rapidement, son co-associé s'est dit attends, moi je ne gagne pas d'argent, donc je vais suivre ça de loin, je vais faire de la finance à New York, et puis mais je garde mes 50%. Donc voilà, c'est déjà de poser ça, c'est de dire ok, est-ce qu'on est prêt à mouiller le maillot, à perdre pendant un certain temps, en termes de temps de travail. J'ai eu même aussi le cas sur la problématique congé, parce qu'encore une fois, quand on est dirigeant, enfin mandataire social et associé sur une structure, on peut prendre autant de congés qu'on veut. Hein.
il faut éviter l'abandon de poste, évidemment, mais voilà, on peut être en vacances une semaine par mois si on veut, si on arrive à suivre à peu près ce qui se passe, pourquoi pas. Donc j'ai eu Je sais même pas pourquoi une tu mets un association si, Romain. Pourquoi tu mets Quoi si on arrive à suivre ce qui se passe? C'est pas vrai. En tant qu'associé, à partir du moment où on a des parts dans la boîte, on n'est pas lié par un contrat de travail. Si on n'a pas fait de pacte, enfin, si on n'a pas fait de pacte et qu'il n'y a pas de mission clairement écrite, on peut ne pas bosser. Si on n'a pas envie du tout et qu'on peut être tout le temps en vacances. En Oui, tant mais que alors dirigeant de boîte, ce que je te dis, c'est que c'est quand on est dans la configuration d'un dirigeant associé, en fait. Donc, quand on est mandataire social, tu es dirigeant, tu es président ou directeur général d'une SCS, par exemple. Bon, tu as quand même certaines responsabilités sur des prises de décision, sur le suivi de ton entreprise. Et on peut vite se retrouver dans ce qu'on appelle un abandon de poste caractérisé. Et donc là, effectivement, on peut te révoquer. ouais, enfin, faut que tu sois absent pendant 3 mois, quoi. Si tu es là un jour par Mais tout semaine toute dépend, l'année, ça suffit. tout dépend de la boîte. Tout dépend de la boîte, encore une fois. Effectivement, il y a des boîtes où tu peux être là un jour par an, si tu veux. Mais le Il y a vrai des sujet, c'est vrai boîtes, que c'est les vacances, qu'en tant que dirigeant associé, on voilà, a donc zéro vacances voilà, comme exactement. autant de vacances qu'on veut. Et du coup, c'est un sujet à délimiter dès le début, de se dire, est-ce que c'est 5 semaines comme un salarié? Est-ce que c'est 8? Si on en prend moins de 5, qu'est-ce qui se passe? Parce que il n'y a pas de plan épargne retraite, on met son séjour pas pris. Si on en prend plus de 8, est-ce que du coup on n'est pas payé? Enfin, en tout cas, il y a ces différentes limites à discuter, parce qu'en fait, ça dépend vachement de l'éducation de chacun et de la vision de chacun. Il y en a un des deux qui est en couple. Moi, j'ai vécu aussi chez des copains, c'était un vrai sujet de dispute. Il dit, mais moi, si je ne prends pas mes 6 semaines de vacances avec ma chérie, que je vois déjà pas beaucoup, parce que je travaille H24, elle va Ça va partir. mal finir. Et Ouais. c'est un pilier pour moi d'avoir ma chérie. Du coup, je prends mes 6 semaines. Et l'autre qui fait, c'est pas le moment, on est à fond, il faut tout donner. Et moi, j'ai pas envie de vacances. Du coup, on fait quoi? Je me paye double pendant que tu pars, parce que moi, je vais continuer à bosser. Ou je crée notre boîte pendant que tu pars, problème d'exclusivité du coup, ou je te paye pas pendant que t'es pas là. Et en fait, comme ils en avaient pas parlé, ils sont partis dans des disputes à la con, alors que c'est les deux meilleurs potes du monde, et que heureusement ils ont trouvé une solution et qu'aujourd'hui la boîte continue, mais ça a été un vrai gros sujet de dispute sur un truc tout con. Mais Ça peut même être plus prosaïquement sur les heures de travail, hein, complètement. Dire, moi, je travaille jamais, je dis n'importe quoi, entre 18h et 8h, je suis off, je réponds à aucun mail, je suis jamais au bureau, je travaille pas, etc. Alors que de l'autre côté, l'associé est un workaholic qui travaille en permanence et qui va dédier toute sa vie à la boîte. C'est vrai que c'est mieux qu'on se soit entendu sur le sujet avant de s'associer, ça c'est clair. Alors, ouais, vaut mieux se ce l'être qui est dit très pour que important- ce soit écrit comme ça, et que du coup, il y en a un qui dise, moi, je n'ouvre pas mon ordi effectivement entre 18h et 8h. Et enfin, franchement, le but du pack, c'est de se dire les choses et de communiquer. Et à partir du moment où Exactement. c'est dit, bah, soit on s'associe pas parce qu'on n'est pas du tout d'accord qu'il y en a un des deux qui fasse ça, soit on dit OK et c'est plus un sujet. En fait, ce qu'il faut fixer, l'intérêt du pacte, c'est pas forcément de tout mettre dans le pacte, c'est de tracer la ligne rouge. C'est-à-dire de dire, OK, ça, c'est un élément qui peut être problématique, donc que je veux sécuriser. C'est-à-dire de dire, je ne travaillerai pas plus de, ou on doit travailler plus de. Voilà. C'est un vrai sujet et qu'on propose de mettre noir sur blanc dans le pacte pour dire, OK, quand on a franchi cette ligne rouge, il faut qu'on remette en question l'association. Et pour vous donner un petit exemple, une petite anecdote, sur un dossier, j'ai eu encore une fois un développeur et un banquier qui voulaient s'associer. Comme on sait, les banques sont très généreuses sur les congés. Ouais. Et sur cette question de congés, il y a eu un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui ne faisait que du dev en permanence et qui était un vrai geek et qui adorait ça. Pas la quand même on lui a culture. dit, quand on lui a dit, on va mettre 8 semaines de congé, il a dit non, mais moi, je n'ai jamais pris 8 semaines de congé. Je vais faire une dépression pendant mes congés. Voilà, exactement. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres où on n'a pas fait l'association sur ce sujet, par exemple. Ouais. Et donc sur l'engagement opérationnel, il y a aussi l'aspect, alors ça c'est sur des sujets un peu plus techniques, mais de s'engager, par exemple quand on part sur un développement un peu technologique ou une activité un peu technique ou un développement d'un actif un peu qui relève de la propriété intellectuelle. Je ne vais pas m'étendre aussi sur les problématiques juridiques par rapport à ça, mais simplement de dire, OK, on réserve toutes les innovations qu'on va développer
au bénéfice de la société. Donc, on s'engagera à céder les droits au fur et à mesure de l'évolution de l'activité à la société et pas partir éventuellement sur une activité annexe. On l'a eu dans des dossiers, là où il n'y avait pas de pacte pour le coup, où on avait 2 associés qui avaient développé une activité, et puis au fur et à mesure de l'activité, ils se sont rendus compte qu'il était intéressant de la vendre avec une activité complémentaire. Les relations étaient déjà tendues entre associés. Un des associés a eu la bonne idée de monter une société qui répondait à ce besoin avec l'activité complémentaire. Donc voilà, pour vous dire, on peut avoir cette problématique-là. Donc on peut protéger un peu dans le cadre de cet engagement opérationnel la propriété intellectuelle, la clientèle, la non-concurrence, etc. Donc, il y a pas mal d'éléments qu'on peut protéger vraiment pour cadrer l'engagement opérationnel de chacun des associés dans la durée, dans l'intensité, j'ai envie de dire, et puis sur quel domaine est le précaré de cette association. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui, il y a quelque chose qui m'a fait tilt aussi, c'était l'objet de l'association et la projection dans le temps. Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu un pacte qui prévoyait à l'avance le moment où mon associé allait sortir. C'était dans le cas du rachat d'une entreprise. Je m'associais avec lui pour racheter sa propre entreprise, mais il était très clair entre nous que, vu nos âges respectifs, il aurait d'une part un investissement moindre que le mien, il serait plus sur la partie commerciale parce que c'était moins mon domaine, et que par ailleurs, à échéance de X années, il était prévu un rachat des parts de ma part, et à des conditions qui étaient déjà, c'est-à-dire pas avec un montant qui était déjà déterminé, mais avec un mode de calcul qui était déjà déterminé. Et ça a été extrêmement euh, enfin, je regrette absolument pas d'avoir discuté toutes ces choses-là avant, parce qu'au moment de la séparation, c'est jamais évident de vendre des parts d'une société qu'on a créée ou qui a racheté une société qu'on a créée, etc. Et ça nous a permis de nous quitter, voilà, et de rester en bons termes. On est toujours dans des termes très favorables. Et donc il y a cette notion de jusque quand, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un événement dans les 5 ans qui fera que ce pacte il sera à réécrire, par exemple? Alors, dans cette première thématique de l'engagement opérationnel, effectivement, on pose des engagements. Mais bon, après, pour qu'un engagement soit efficace, je ne vais pas être drôle, je vais être en mode avocat austère, mais il faut y assortir une sanction. Voilà. Et ces sanctions, donc il y a différents types de sanctions qu'on peut mettre en place en fonction des manquements par rapport à ces engagements opérationnels. La sanction la plus commune, c'est la promesse de cession d'action, c'est-à-dire que on est en défaut par rapport à un de ces engagements opérationnels de façon caractérisée. Donc dans cette hypothèse-là, on s'est engagé dans le cadre du pacte à sortir de l'association, à ne plus être associé et à céder ses actions à l'associé qui n'est pas défaillant et qui va continuer le projet. Donc ça, c'est une promesse de cession et on l'a sorti très souvent d'une décote. C'est-à-dire qu'on va valoriser la part d'action d'une société à 100. En fonction de la gravité du manquement, on va y appliquer une décote qui peut être de l'ordre de 80% à 10%. Voilà. Okay. Et donc ça, effectivement, parce qu'on peut être très vite tenté aussi de dire je vais être en manquement, comme ça, s'il veut me sortir, il me rachète mes actions au prix qu'elles valent, en fait, tout simplement. Donc l'idée, c'est aussi de contraindre au maximum. Donc ça, il y a cette sanction-là. Il y a la sanction classique de la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire que on s'est engagé à faire quelque chose, on ne l'a pas fait, il y a eu un préjudice pour la société ou l'associé qui est directement lié à ce manquement. Donc là, il peut y avoir une procédure judiciaire pour obtenir réparation sur base de cette responsabilité contractuelle. Là, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Après, on a ce qu'on appelle des clauses pénales. Je suis encore un peu dans le jargon juridique, mais c'est simplement des clauses, une sorte d'amende, de sanctions pécuniaires. Voilà, si tu es en défaut sur tel ou tel sujet, tu dois un montant forfaitaire de temps à la société.
Alors, il y a des déclinaisons qui peuvent être un peu marrantes sur ces clauses pénales. On peut avoir sur différents engagements opérationnels, notamment l'engagement de communiquer entre nous entre associés sur les différentes tâches respectives et comment elles ont été réalisées, de faire un peu un reporting sur notre engagement opérationnel. J'ai vu simplement une cagnotte pour pouvoir aller déjeuner au restaurant tous ensemble si on manquait à une réunion, par exemple. D'accord. Ça peut être de cet ordre-là, comme ça peut être carrément la sortie définitive de l'association. Oui, donc c'est graduel. Exactement. Ok, ok. Mais là, ça peut faire peur, en fait, mais presque l'idée d'impact, c'est de n'avoir jamais arrivé là. Moi, j'ai rarement réouvert mes pactes après les avoir écrits, parce qu'on savait ce qu'on avait le droit de faire ou pas, et quels étaient les risques pour chacun. Et du Ouais. coup, comme le cadre était clair, le but, c'est qu'on n'ait pas à le re-regarder. Effectivement, d'ailleurs, nous, on avait un outil de tracking des PDF, et quand j'ai vu un jour mon associé rouvrir le pacte, je me dis, ah, il y a une merde. Parce que s'il va chercher ce qu'il a le droit de faire ou pas, bah, faut vite que je cale une réunion avec lui pour comprendre ce qui se passe. Mais Ouais. normalement, le but d'impact, c'est qu'on le fasse et qu'on avance. Et qu'après, on discute. Quand on veut. D'ailleurs, le gros avantage aussi, c'est que tant qu'on est d'accord de changer une règle qui a été écrite, bah, enfin, on n'est pas obligé de réécrire le pacte tant que tout le monde est d'accord de changer la règle. C'est Tout à aussi fait. ça le but. Hmm. Après, si tout d'un coup n'est pas d'accord, c'est quand même le pacte qui fait foi, hein. On s'entend bien, et donc dans ce cas, il vaut mieux réécrire si ça a un impact à long terme. Mais le but, c'est de parler, c'est de se voir, et ça, c'est quelque chose parfois qu'on oublie entre dirigeants, parce qu'on est dans le feu, parce qu'il y a du boulot, et qu'on oublie simplement de discuter. Moi, ça a été un des sujets avec mon ancien associé, et on s'est imposé, mais avec plaisir, hein, de faire un déjeuner par semaine pour se voir et se Ouais. réapprécier, se réestimer, parler de tout et de rien, parce qu'en fait, c'est quelqu'un que j'adore, au fond, que j'estimais énormément intellectuellement, que j'aime beaucoup aussi amicalement. Hmm. Mais à un moment de la boîte, avec les tensions avec les investisseurs aussi, parce qu'on n'a pas parlé de ces sujets-là, mais c'est un pacte avec les investisseurs, c'est indispensable, et Hmm. eux l'imposent, bah, on s'était un peu oublié, on s'était distancé, voire détesté, et Hmm. que le moindre truc devenait un gros sujet, et qu'avant de parler de pacte et de séparation, bah, en fait, on a appris déjà à se reparler. Hmm. Voilà. Le Ah, pacte, pour moi, sert à ça. tu anticipes aussi sur une question ou une thématique que j'avais qui était c'est quoi les bons comportements pour une collaboration réussie? Et ça, ce que tu viens de dire, la demi-journée ou le déjeuner ou le rendez-vous régulier de mise en phase des associés, il est vraiment, vraiment important et il est souvent oublié, surtout quand on a la tête dans le guidon, et on peut très, très vite en fait diverger sans s'en rendre compte. Je suis Ouais, et que si on absolument fait ce d'accord. point 6 mois après, ça se trouve, les routes sont tellement éloignées qu'on n'arrive plus à se Ouais, rapprocher. ouais, Et que ce tout à petit fait. rendez-vous régulier de un quart d'heure en visio ou nous, c'était un déjeuner et au moins on passe un bon moment et on savait qu'on allait Mm. bien manger ensemble, ça peut sauver des associations et donc des boîtes. Parce que finalement, la boîte est quand même, au moins sur les 5 premières années, très très liée à ses associés, à ses dirigeants. Ouais. Et que s'il y a un bug entre les dirigeants, bah, ça peut faire perdre du temps, beaucoup de temps, voire planter la boîte. Mm. Alors j'avais une question pour Romain. En fait, un pacte, il a une durée, c'est-à-dire que je vais dire, est-ce que ça peut être comme un contrat de travail? Est-ce que ça peut être un pacte à durée Alors, déterminée avec l'obligation de le réécrire régulièrement ou quels sont les... alors juridiquement, on est tenu de donner une durée à un pacte Ok, pour la simple et bonne raison que s'il y a une durée qui est indéterminée, les engagements sont à durée indéterminée, donc on peut en sortir avec un simple préavis raisonnable. Donc ça c'est un élément, c'est technique, hein, c'est du juridique pur, mais donc c'est un élément qui est important. Donc généralement on arrête dans les durées une clause de durée de vie du pacte de 10-20 ans. ah oui, quand Voilà, même. c'est ce qu'on voit ce qu'on fait dans la pratique pour éviter la requalification en durée indéterminée. D'accord. Après, la durée de vie du pacte, d'un point de vue strictement opérationnel, on peut avoir ce sujet-là sur la vie de l'entreprise. On va avoir la création de l'entreprise. Je vous donne un exemple. On a une création d'entreprise, on a 2 associés fondateurs.
On travaille avec eux sur un pacte, on met en place un pacte, et puis donc on n'a pas encore développer les autres thématiques qu'on peut avoir dans un pacte, mais bon, on développe un pacte, on met en place un pacte sur mesure avec des engagements opérationnels. Au bout de 2 ans, il y a la volonté d'intégrer un nouvel associé opérationnel parce qu'il va apporter telle ou telle expertise à l'entreprise. Donc là, on va devoir remettre le nez dans le pacte pour éventuellement intégrer de nouveaux engagements de la part de cet associé-là, un engagement opérationnel un peu particulier, etc. D'accord. Et 6 mois après, donc on rechange le pacte. 6 mois après, on peut se retrouver dans une situation où on va intégrer des investisseurs, par exemple. Ok. Là, l'investisseur, généralement, le pacte que vous avez mis en place au démarrage, vous pouvez le jeter à la poubelle parce que là, avec les fonds, on remet tout à plat sur les termes et conditions de l'association. Mais on peut aussi je dirais, le faire évoluer de manière, comment je vais dire, sans le jeter à chaque fois, de manière incrémentale. C'est-à-dire, on peut se dire, bah, peut-être pas chaque année, mais peut-être chaque année d'ailleurs, on peut rediscuter le pacte, ou c'est quelque chose On peut, alors comme le disait Sylvain tout à l'heure, hein, le pacte, on le sort vraiment quand on a un sujet, quand on a un problème. Ouais, ok. On n'est pas d'accord et qu'on se dit, attends, qu'est-ce qu'on avait prévu à l'époque? Ça, c'est une ligne rouge. Tu t'étais engagé à ça, donc attention. Voilà. Mais si on est tous les deux d'accord, enfin, si on est plusieurs à être d'accord en tant qu'associés à déroger aux règles du pacte, très bien y déroger. Hein, voilà. Alors, après, c'est toujours bien de le sécuriser avec un échange un peu écrit sur le sujet pour éviter que ça vous soit reproché a posteriori, mais voilà, on peut tout à fait le faire. Après, dans l'exemple que je vous donnais, hein, que je te donnais, Cédric, par rapport à l'intégration d'un nouvel associé au capital de la société, pour simplement y intégrer son engagement opérationnel à lui, on fait ce qu'on appelle un avenant, c'est-à-dire qu'on rajoute simplement une nouvelle clause au pacte on ne discute pas de fond en comble le pacte. En revanche, effectivement, quand on a des investisseurs, le pacte, voilà, quand je dis investisseurs, je parle de fonds ou d'investisseurs vraiment professionnels, on va vraiment refondre totalement le pacte et repartir de zéro. Ok, merci. Je pense qu'à ce stade, on est tous assez convaincus que le pacte est indispensable quand on va s'associer. Ou sinon, zut, on a passé 1 heure à discuter sans avoir d'impact. C'était bien agréable, mais c'est mieux si ça a une utilité. Après, moi, pour arriver vers la conclusion, j'ai des choses assez pragmatiques, des questions assez pragmatiques, et celle du coût, par exemple. En résumé, ou selon l'expérience de Sylvain, ou selon les tarifs de Romain, combien ça coûte de mettre en place un pacte d'actionnaires? Alors, sur un pacte d'actionnaires, il y a vraiment différents pactes. Mais on va dire sur la création d'une entreprise avec 2 ou plusieurs associés, on va tourner sur mesure, hein, un pacte sur mesure, j'entends, fait par un avocat. On va tourner entre 1 500 € hors taxe et 2 000 € hors taxe, voilà, maximum. Après, il y a de plus en plus recours à la legal tech avec des propositions de pacte qui sont, je crois, moins chères, hein, si on veut se border à minima. Donc il y a une offre qui existe. Après, elle n'est pas toujours qualitative. Donc ça, il faut partir avec les bons partenaires, et je ne saurais pas vous dire qui. Puis je voudrais pas faire de pub que je ne suis pas en droit de faire de toute façon. Donc voilà, mais voilà, il faut partir avec le bon partenaire. Donc voilà, c'est une assurance en fait, le pacte. Ok. Donc ça peut paraître totalement inutile, comme ça peut vraiment sauver la vie de l'entreprise. Moi, je vais me permettre un coup de pub. Du coup, pour 20 euros, vous avez un bouquin où vous avez les 100 questions à vous poser avant de vous associer, qui permettent déjà de voir pas mal de sujets, qu'un contrat entre deux personnes censées et non alcoolisées a une valeur juridique. Alors effectivement, on aura mal rédigé les clauses, ça sera pas nickel. Mais pour démarrer les 6 premiers mois, ça peut être déjà une bonne chose. Et en plus, ça simplifiera le boulot de votre avocat si vous arrivez déjà avec des idées de ce que vous voulez ancrer.
Donc, Mm. moi, je vous encourage à aller acheter le bouquin. Et une fois que vous l'avez bien lu, bien compris, que vous êtes d'accord de vous associer, que vous êtes sûr que vous êtes d'accord, que vous avez déjà écrit 2-3 pages ensemble, allez voir un avocat et ancrer tout ça proprement. Ouais, le but, c'est ça, hein. Le but du livre, c'est de donner une trame et, je dirais une logique pour avancer ensemble sur le début de la rédaction du pacte d'actionnaires. Et En c'est fait, toujours mieux. c'est une vraie initiation aux problématiques. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a abordé juste une des thématiques du pacte, l'engagement opérationnel, mais il y en a d'autres, hein. Il y a les clauses capitalistiques, il y a les clauses financières, il y a les clauses de gouvernance, comment on prend les décisions, il y a les clauses de séparation, comment on peut se séparer. Donc, il y a 5 thématiques, on va dire, dans les pactes entre associés opérationnels ou associés fondateurs. Mais je vous donne une façon de faire qu'on a, nous, au cabinet. Quand on a un pacte à établir un peu sur mesure entre associés, on leur donne un questionnaire pédagogique au Ok. démarrage qui est détaillé pour qu'ils commencent effectivement ce travail de réflexion entre eux avant qu'on aille dans le vif du sujet et qu'on les challenge un peu sur leurs réponses, sur éventuellement leur proposer des solutions alternatives. Et c'était un peu aussi l'idée de ce livre, c'est-à-dire d'avoir un point de vue entrepreneur, un point de vue juriste, pour dire ok, attention à ces différentes problématiques-là et comment on peut border tout ça dans un pacte et voilà et effectivement sensibiliser les gens aux problèmes qu'ils vont certainement rencontrer. Parce qu'une association sans problème, c'est une association louche. Ouais, je dirais. Et Ouais, ouais, je suis l'idée aussi, c'est de créer un langage commun avec l'avocat, parce que moi, j'ai beaucoup aimé Romain, parce qu'il avait un langage simple que je comprenais. Ouais, bah, Euh, c'est ce qu'on a pu voir au cours du podcast d'ailleurs. mais Ah, c'est pas j'ai le à cas peu de près tout. tous. Et parfois, on est complètement Je vous perdu remercie. quand on parle de clause de drague-langue, même de BSPCE, tout simplement. Enfin, tout Mm. simplement. Ça peut paraître simple quand on a déjà vécu ça, mais comme il y a un tel langage juridique derrière ce monde-là, que le bouquin est là au moins pour que vous connaissiez les bases et que vous sachiez en parler comme quand on apprend les bases en finance pour pouvoir parler avec son expert comptable. Ça ne vous permettra pas de faire votre propre pacte d'associés, mais au moins de le comprendre et de savoir en discuter avec votre avocat. Et puis je Et dirais le, que, pardon, un autre avantage, c'est bah, finalement, après avoir suivi la trame du bouquin, on peut peut-être éventuellement se décider de ne pas aller voir de juriste parce que finalement, on décide de ne pas s'associer. Je Tout à pense fait. que. Exactement. Et moi, j'ai des clients qui nous disent, alors je voulais juste revenir sur le rôle de l'avocat, et c'est très important, mais même sur la durée, c'est que le rôle de l'avocat, comme tout consultant, c'est d'avoir une approche quand même pédagogique, c'est-à-dire d'être le décodeur et de traduire en fonction de son interlocuteur son besoin en termes juridiques. Mm, mm. L'autre point qui est important par rapport à l'ouvrage, c'est que cet ouvrage, il est construit de façon chronologique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une première partie sur la période anté-création. Est-ce qu'on a intérêt à s'associer? Comment? Enfin, Ah, c'est ok. les sujets qu'on a un peu évoqués. Et ensuite, on a la première étape, comment on s'associe entre associés opérationnels, et ensuite une dernière partie où comment on s'associe avec des investisseurs. Donc, dans les très grandes lignes, hein, parce que ça reste un ouvrage de vulgarisation à destination du grand public. Mm. Mais j'ai des clients ou des partenaires qui nous disent l'ouvrage est bien fait parce qu'en en fait, on n'est pas tenu de lire tout ça d'un seul trait. C'est-à-dire Mm. qu'on peut le prendre à différentes périodes de la vie de la société. Mm. Et c'est là où on a de bons retours, c'est qu'on nous dit voilà, ça m'a aidé avant la création, ça m'a aidé pour m'initier un peu au sujet de la levée de fonds, par exemple. Et c'est en ça que cet ouvrage peut être intéressant. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Sylvain, je crois que tu as un rendez-vous. Oui, je dois vous Donc, quitter. bon, ben voilà, Merci à tous les deux. normal. Ben, un grand merci Merci en tout Sylvain. cas aussi à vous Merci deux. Cédric. Ouais. Et ce que je ferai, c'est que dans le descriptif du podcast, je mettrai la référence du livre pour que vous puissiez y accéder directement. Sachez aussi que on a une entrée sur le forum outils du manager. Si vous avez des questions précises à poser, bah, posez-les sur le forum et puis je ferai le relais.
Et puis si on veut aller plus loin, je me permettrai de vous réinviter éventuellement si on a de quoi faire un nouveau podcast, si ça vous tente. Avec grand plaisir, Cédric. Merci à vous deux. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment 2 choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outils-du-manager.com. À bientôt, au revoir.